gens, allez, n'importe quoi. Oh, je laisse passer. Les gars, suivez-vous tout seul, les gars. Alors les guitaristes, Gaz à tous les étages, ça gaz de partout. Et doucement, il a baissé son LBD, comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vermont, c'était quoi? C'était quoi ça? Putain. On est là, même si pas qu'on n'avait pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, nous prendrons le meilleur, même si pas qu'on n'avait pas, nous on est là. Oh yeah! Bonjour. Bonjour. Alors, Sangoé, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de vie? Tu es né où, par exemple? Je suis né à Bordeaux, à Talence comme. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 3 ans à côté de la gare, dans un immeuble. Et on est allé habiter à Saint-Aubin-de-Médoc, sur la route de Lacanau. Et l'école, c'était quelque chose de très pénible pour moi. Ça a été pénible pendant tout le long, hein. J'étais plutôt du genre celui qui plane, quoi. J'étais plutôt du genre contemplatif, on va dire. Et alors, justement, tes rêves d'enfant, c'était quoi? À quoi tu songeais quand tu planais comme ça? Mais je rêvais surtout quand j'étais en classe, hein, parce que ça m'intéressait tellement que j'étais à côté de la fenêtre et je regardais par la fenêtre et je rêvais à tout un tas de choses. Je me demandais où les oiseaux allaient quand ils n'étaient pas dans les arbres. Je me demandais comment c'était dehors, en dehors de la cour de récréation, hein, pendant les heures où j'y étais. J'avais envie de liberté, je me voyais dans la forêt, je me voyais ailleurs, dans des paysages. Toute mon imagination se déroulait. Et j'adorais tout ce qui était indien. Les films d'indiens à la télé, ça me passionnait. Donc je m'imaginais sur un cheval dans les plaines,
sans instituteur, sans contrainte, en train de chasser à l'arc avec les animaux, etc., etc. Et alors, du coup, parce que c'est vrai qu'on dirait que t'es indien maintenant, donc t'as gardé ça de l'enfant. Et du coup, pourquoi Sangoé alors? En fait, à une certaine époque de ma vie, quand j'ai fait de la guitare, j'avais monté un groupe de rock avec des amis et on était deux à avoir le même prénom, donc ils m'ont appelé Song. Song. Ça m'est resté un moment, ça m'est resté tout le temps en fait. Hein. Et un jour, j'ai joué dans une soirée africaine, et quand ils ont acquis mon nom, ils se sont gourés. Ils se sont gourés. Ils se sont gourés. Ils se sont gourés. Ah d'accord, ça vient de là. Et mais pourquoi ils t'appelaient Song? Ça n'a rien à voir avec ton prénom? C'est parce qu'en fait, c'est moi qui chantais dans le groupe, je faisais la guitare et je chantais. Ah oui, donc Song, le chanteur. Et l'autre l'autre musicien, il était sax, donc on l'appelait sax. Voilà, moi on m'appelait Song, lui on l'appelait sax. D'accord, d'accord, comprends mieux. Et après, les Africains, ils se sont gourés. Ils se sont gourés. Et ça... C'est une blague. En fait, mon nom, il a dérivé de Song, c'est passé à Songo. Songo, il y a eu Songingi, il y a eu Songoé aussi. Puis, en fait, c'est ce que j'ai retenu pour mon nom de scène, Songoé. Comme à l'époque, en plus, il y avait une autre personne qui s'appelait Song aussi, ici, sur Bordeaux. C'était une Nord-américaine. Elle était musicienne aussi, donc c'est resté Songoé. Ok, et alors pourquoi la guitare? Comment t'en es venu à la guitare? Ah, c'est une longue histoire, hein, c'est une longue histoire. En fait, j'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans. Et c'est en voyant passer une batterie fanfare, j'ai vraiment accroché sur le tambour. Et puis, rentré à la maison, je commençais à me défouler sur les couteaux, avec des couteaux, sur les assiettes. Et mon père, en voyant ça, il se dit, tiens, si on le mettait à la batterie fanfare pour faire du tambour. Donc, j'étais à la batterie fanfare. Et j'ai fait du tambour, j'ai appris toutes les marches napoléoniennes et on faisait des concours de fanfare à l'époque. Et ça c'était à l'âge de 10 ans. Et là, vers l'âge de 11 ans, mon père m'a dit, mais est-ce que tu aimerais pas faire de la trompette? J'ai dit, tiens, pourquoi pas. Donc je me suis mis à la trompette, j'ai pris des cours avec quelqu'un qui était au conservatoire. Et au bout d'un an, je suis passé au conservatoire. J'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'était pas mon truc, hein. C'était pas mon truc. Je me suis carrément fait chier. J'ai pas eu l'impression de faire de la musique. On me mettait devant une partoche et il fallait faire lire une partoche tout le temps. Il y a rien qui me prenait, il y a rien qui me motivait quoi. Alors j'ai fini par abandonner. Et à 17 ans, j'ai un copain, il avait une guitare électrique, une vieille guitare électrique que son frère avait achetée à Londres. Une planche de contreplaqué de 2.5 avec des micros dessus, un manche avec gling gling gling, et je me suis mis à la guitare électrique. Et j'ai commencé à accrocher, et le premier morceau que je jouais tout le temps, c'était La poupée qui fait non. Donc toute la journée je faisais non, 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 non. Donc voilà, ça a continué comme ça pendant un moment. À 18 ans je suis parti à l'armée, j'étais dans l'armée de l'air. Et j'étais dans les transmissions, mais centrale téléphonique, et on avait énormément de récupération, parce qu'on faisait des permanences, et j'étais tout seul, parce qu'ils étaient tous en permission. Et moi, j'avais pas les sous pour rentrer chez moi, donc avec les sous, au lieu de les mettre dans le train, je me suis acheté une première guitare sèche, avec un support d'harmonica, 2 harmonicas et un tableau d'accords. Donc ta première guitare sèche, tu l'as financée avec les sous de l'armée? Ouais. C'est l'armée française qui t'a acheté ta première guitare sèche. Ouais. 375 francs 65 par mois. Et je me suis acheté une guitare, c'était une Aria, qui s'appelait Ariana. C'était assez dur pour les doigts, hein, mais bon, je me suis bien éclaté. Je l'ai acheté à Tours et j'ai fait mes premières chansons comme ça. 1 chanson, 2 chansons, 3 chansons. J'ai fait toute l'armée et avant de sortir de l'armée, j'ai rencontré un autre guitariste. Et quand je suis sorti de l'armée, on a fait un groupe. On a fait un petit groupe de rock. Et un petit groupe de rock à neuneux, c'était pas vraiment sérieux, quoi. Les mecs ils bossaient pas vraiment. Et à un moment donné, on a répété dans un local, c'était rue Paulin, ça s'appelait le Lady Bird. C'était un local qu'on a partagé après avec un groupe africain. Et en fait, ce groupe africain,
Un jour, j'étais en train de jouer tout seul dans le local, ils sont arrivés et ils se sont installés, chacun un instrument, l'autre il a pris sa basse et la batterie, moi je continue à jouer, ils se sont mis à jouer sur moi. Et bon, moi j'ai tracé mon truc, ils avaient l'air super contents, mais quand j'ai vraiment écouté ce qu'ils faisaient, il y a quelque chose que je comprenais pas en fait. Donc j'ai tout stoppé. Et par contre eux, ils avaient bien entendu ce qui se passait pendant un moment. C'est-à-dire que j'avais bien tracé mon truc et ils avaient pris quand même beaucoup de plaisir. Qu'à l'époque j'étais très timide. J'étais d'une timidité maladive. J'avais commencé à bégayer à l'âge de 8 ans et je bégayais encore. J'avais 21 ans. Ça, la musique, pour ça, t'a beaucoup aidé du coup à extérioriser des choses et à lâcher un peu? Énormément, énormément, énormément. C'était énorme. C'est à force de jouer en public qu'on arrive à gérer un peu mieux le track. C'est un peu ça qui s'est passé pour toi, en fait, quelque part aussi. Puis le travail en répétition qui solidifie le jeu et du coup la confiance qui va avec, c'est ça? Complètement. Tu voudrais bien nous jouer quelque chose du coup? Avec quoi? Eh ben, guitare. Yep. Ok. Merci, j'aime bien l'ambiance dans laquelle ça nous met. Et la flûte alors? Eh bien, la flûte, c'est une flûte Sioux, flûte Lakota, plus exactement. On appelle ça un Sioux-Tanka. Et comme je voyage pas mal, je ramène des instruments de partout où je vais. Et je vais souvent là-bas aux États-Unis, chez les Indiens, sur les réserves. T'es un peu touche à tout, t'aimes bien, tu découvres un instrument, tu vois un instrument, t'aimes bien essayer, jouer, La voir. flûte, c'est une histoire particulière aussi. En fait, tout est un peu une histoire particulière. En fait, j'étais chez un copain pour aller répéter, un copain guitariste. Puis il y avait une flûte qui était accrochée à son mur. Il me dit, attends, bouge pas. Il va chercher la flûte, il décroche la flûte et il me dit, tiens, c'est pour toi. Je regarde comme ça, il me dit oui. Et j'ai dit pourquoi? Il me dit parce que tu joues de la flûte. Il me dit, moi je joue de la flûte. Il me dit oui, tu joues de la flûte. Il me dit tu joues de la flûte et tu le sais pas. Je prends la flûte, je veux souffler dedans et c'est plein de poussière. Alors je l'ai nettoyé et j'ai soufflé dedans. Effectivement, j'ai joué de la flûte. Alors du coup, avec tout ça, qu'est-ce que tu as conduit comme projet artistique? Eh bien, je fais beaucoup de choses en fait. Je suis auteur, compositeur, interprète. Et étant passé par la musique africaine, par la musique arabe, Chabi, Gnawi, Gnawa, musique orientale, Maloya, Sega, musique du Sahel. En fait, j'ai joué avec, j'ai appris la musique avec les Africains et avec les Maghrébins. Donc j'ai une influence, j'ai toutes ces influences-là. Je suis souvent avec les Indiens aussi, aux États-Unis. Donc j'ai aussi une grosse influence amérindienne. Et puis je suis d'ici, donc j'ai une influence celtique. Et puis le reste, je sais pas d'où ça vient. Donc en fait, je compose et j'ai à peu près une centaine de compositions dont la plupart sont déposées à la SACEM. Et j'en fais beaucoup de choses. Et quand je vais dans un endroit du monde, je trouve que c'est peut-être pas le hasard si j'y vais. Enfin, moi je pense que c'est le hasard, mais apparemment il n'y a pas de hasard. Et je retrouve des racines que j'ai déjà en moi dans ces pays-là, surtout en Côte d'Ivoire, chez les Dida. J'ai assisté à des funérailles où il y a des gospels toute la nuit et quand on joue le djembé là-bas, on le joue comme moi avec les doigts et les peaux assez détendues et avec des grooves que je fais. On aurait dit que c'était ma propre musique. Voilà.
En fait, tu te sens métis, tu te sens un peu black aussi, c'est ça que tu es en train de nous dire? Ben, je fonctionne musicalement comme les blacks, c'est sûr. Oui. Tes doigts, ils bougent inconsciemment dessus, donc tu vas nous jouer quelque chose. Oui, peut-être. Alors c'est un Siotanka. Il est en cèdre rouge. Il vient du Dakota du Sud. Waouh, c'est magnifique, hein, le son qu'elle a, cette flûte, c'est génial. Est-ce qu'il y a un moment vraiment qui t'a marqué, que tu garderas avec toi jusqu'à ton dernier souffle? Oui, il y en a plein. Les moments que je préfère, c'est quand le public il arrive à danser, qu'on arrive à se mettre en symbiose et que l'énergie qu'on envoie dans le public, en fait, elle nous est renvoyée. Ça, pour moi, c'est les moments les plus forts. Ça passe même au-dessus des premières parties que j'ai fait avec des stars, avec tous les groupes avec lesquels j'ai joué, de tous les gens que j'ai rencontrés. C'est ça, en fait, ce que je sens, je perçois dans ce que tu décris, de manière assez vibrante d'ailleurs, c'est ce besoin d'interaction en fait, quand tu joues de la musique, ce besoin d'interaction avec l'autre, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. En fait, si je fais le parallèle avec ce que tu nous as livré tout à l'heure, que quand tu étais enfant, tu as rencontré des problèmes d'expression orale en fait, avec le bégaiement. Ouais, de timidité, voilà, de bégaiement, etc., qui ont dû être difficiles à vivre à l'époque pour toi, dans ton univers relationnel avec les autres. Est-ce que tu penses que du coup, en fait, ce passage difficile un peu de ta vie a fait peut-être que maintenant, quand tu t'exprimes avec un instrument de musique, ça renforce du coup, peut-être ça viendrait de là, que ça renforce du coup ce besoin d'interaction avec le public, cette connexion. En fait, il y a un proverbe que j'ai beaucoup entendu chez les Africains, chez les musiciens, qui disent attention, méfie-toi du musicien gaucher et de celui qui bégaye. Voilà, je pense qu'on a une sensibilité qui est beaucoup plus forte. Et ouais, je le vérifie, c'est vrai que je suis très sensible. C'est pour ça que je suis un peu timide aussi quand je parle. Je bégaye plus, mais je suis toujours timide. Je suis plus à l'aise avec un instrument que quand je parle. Et je remercie d'être comme ça parce que ça me donne accès à certaines capacités que je pense que j'aurais pas si j'étais pas comme ça. En tout cas, je te remercie pour d'avoir accepté de m'accorder cette interview, tu vois, compte tenu de ce que ça représente pour toi émotionnellement. Passer.
Alors les guitaristes, Gaz à tous les étages, ça gaze partout. Sangoé, je t'ai rencontré sur les lieux de manifestation des Gilets jaunes les samedis. T'es passé devant mon objectif. Je me souviens que, alors, je sais plus à quel acte c'était, mais on n'était pas loin de la place Péberlan. C'était carrément la guerre d'un côté de la place. Moi, à l'époque, j'étais pas encore vraiment bien équipé. Du coup, j'ai dû décrocher de la zone de conflit. J'ai dû arrêter de filmer là-bas parce que voilà, ben, ça devait être à l'acte 10 ou 11 ou un truc comme ça. C'était l'acte 10. Et du coup, j'ai décroché de cette zone. Je filmais à la GoPro, moi, à l'époque, pour te dire. J'étais encore... voilà. Il y avait un son quasi inexistant. Et j'étais pas équipé. Donc, bon, voilà, quand ça a gazé, il a fallu que je dégage de la zone. Et je pouvais plus continuer à filmer là-bas. Et du coup, je suis allé de l'autre côté de la place. Et je vois un uluberlu avec des plumes sur le casque en train d'accorder sa guitare. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là lui Et donc ça m'a intrigué et je suis allé voir. Et j'ai trouvé ça étonnant parce que à même pas 500 mètres, même pas 300 mètres, c'était la guérilla urbaine quoi. Hein, donc c'était chaud. Donc c'est pour ça vraiment je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, donc je suis allé voir vite fait, j'ai un peu écouté et puis bon après j'ai décroché parce que je t'avouerai très sincèrement que pour moi sur le coup à l'époque. Je te prenais un peu pour un uluberlu, bon voilà quoi. Tu vois, je t'ai pas pris au sérieux. Et donc je suis parti, je suis allé filmer autre chose. Je t'ai filmé un peu, et puis je suis allé filmer autre chose. D'ailleurs, ça fait plaisir de te... C'est la première fois que je te vois sans ton casque. Et puis après, ben, je t'ai recroisé sur d'autres samedis de manifestation. Avec un public qui là pour le coup est assez particulier. Du coup j'en viens à cette première question. Qu'est-ce qui t'a conduit à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes? En fait, ça fait depuis très longtemps que je me pose beaucoup de questions au niveau de comment on est gouverné, de ces lois qui nous sont mis, des bâtons dans les roues qu'on a en société, de toutes ces absurdités, toute cette manipulation. Ça fait très longtemps que je me pose la question. Et quand j'ai entendu, je pense que c'est Eric Drouet sur Facebook qui a dit bon les gars, si vous trouvez, si vous en avez assez de tout ça, de vivre tout ça, écoutez, pour manifester votre mécontentement, vous posez un gilet jaune sur votre tableau de bord. Alors ça, je l'ai fait direct. J'ai tout de suite mis un gilet jaune sur le tableau de bord. Et j'ai roulé comme ça, j'ai attendu 15 jours avant de croiser un gilet jaune aussi sur le tableau de bord. Et petit à petit, c'est arrivé. C'était d'ailleurs la première personne que j'ai croisée, c'était une petite mamie. Elle avait son gilet jaune, on s'est croisé du côté de Bergerac. Je sortais d'un feu rouge, elle m'a vu comme ça, elle m'a regardé, elle m'a fait un signe de victoire. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc voilà, donc j'y étais d'entrée. Après sur l'acte 1, mais j'étais pas là, je jouais. Et je suis venu sur l'acte 2. Et l'acte 3, je jouais, je suis revenu sur l'acte 4, après j'étais à l'étranger, et je suis revenu sur l'acte 9, puis là j'ai enchaîné. Je suis vraiment trop content que les gens se réveillent, ça faisait trop longtemps que j'attendais ça, et
C'est quelque chose de formidable. Je l'ai senti dès le départ. Je pensais pas que ça allait. Quand j'ai posé mon gilet jaune sur le tableau de bord, je pensais pas que ça allait aller si loin, mais je l'espérais vraiment. J'ai dit là, c'est le moment, il va se passer quelque chose, comme si on était dans le creux d'une vague, qu'on était en train d'être poussé en avant. J'ai senti une énergie et j'ai foncé direct, sans réfléchir. Voilà. Alors, justement, moi, je t'ai rencontré à l'acte 10, moi c'était le premier acte que j'ai commencé à filmer, quand je t'ai revu dans d'autres contextes, où j'ai commencé à mieux percevoir quelque chose d'intéressant qui se dégageait en termes d'image déjà derrière l'objectif, mais pas seulement, mais aussi en termes de message. D'où ma question. Quel message tu veux faire passer dans tes actions artistiques lors des manifestations des samedis ? Mais moi je trouve que c'est important. Bon déjà j'ai énormément de respect pour tous ces gens qui se déplacent chaque week-end avec leurs problèmes. C'est des gens souvent aussi, pas tout le monde, mais la majeure partie qui ont des problèmes financiers. Donc ils font l'effort de venir se déplacer pour revendiquer quelque chose qui est pour tout le monde, même quand on n'est pas gilet jaune, même quand on n'a pas compris. On est gilet jaune parce qu'on met ça sur le dos juste, mais en fait on est le peuple. Et ces gens qui viennent, je les respecte énormément et je me dis, pour leur donner un petit peu de bonheur, pour mettre un petit peu de lumière dans tout ça et un petit peu de joie et donner un petit peu un côté festif pour enlever ce côté lourd, voilà, moi c'est ce que j'ai à donner. J'ai pas grand chose à donner, je suis pas un orateur, je suis pas un intello, je suis pas un militant. Ce que j'ai à donner moi c'est artistique et je me fais un plaisir de le donner autant pour les gilets jaunes mais autant pour les forces de l'ordre aussi, parce que je trouve que je croise beaucoup des gars des forces de l'ordre, je vois dans leurs yeux, mais ce sont des gens comme nous. Bon, il y a des gens qui sont barrés des deux côtés de toute façon, mais les gens que je croise, il y a toujours eu une sorte de respect entre ces personnes-là et moi, et le fait qu'ils aient un uniforme, qu'ils soient habillés avec des armures, ça change rien pour moi, quoi. Alors justement, ça m'amène à deux questions. Donc première question, comment tu penses que tes messages sont perçus par les gilets jaunes, d'abord, dans un premier temps ? J'imagine que ça doit être très disparate. Il y en a qui doivent se dire Ouais, il fait du rock'n'roll, je préfère avoir de la salsa. D'autres qui se disent Oh, il fait de la salsa et je préfère avoir du rock'n'roll. Il y en a qui se disent qu'est-ce qu'il fait celui-là avec ses plumes de pigeon sur la tête. Bon, déjà, c'est pas du pigeon, hein. C'est des plumes de Milan. Il y en a qui se disent aussi il est super celui-là avec ses plumes de pigeon sur la tête. Et il y en a qui se disent ça me fait du bien d'entendre de la musique. Il y en a qui disent mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Et puis il y en a qui disent mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Il doit y avoir toutes les réactions. Mais de ce que je ressens, je pense que ça fait chaud au cœur pour la majeure partie des gens. En tout cas, c'est ce qu'on me fait ressentir. Voilà, au niveau des gilets jaunes. Ça, toi, les retours que tu as, c'est quoi?
Eh ben, ah, ça fait du bien que tu sois là, merci d'être là, ça fait du bien d'entendre de la musique. Ah, mais je t'ai pas vu la dernière fois, t'étais où? Ah, j'étais au début ou j'étais à la fin, ou des fois quand je joue comme je suis intermittent du spectacle, et quand j'ai des dates, je suis obligé de les faire. Ça me peine un peu de pas être là parce que je vais être là à chaque fois, mais bon, je suis en train de courir après mes dates et la période est très difficile pour tout le monde, donc on peut pas laisser passer les contrats. Voilà, donc ça c'est le retour que j'ai au niveau des Gilets jaunes. J'ai filmé des séquences, hein, donc qu'on voit là dans ce petit reportage que je fais. Des séquences où on te voit, où on voit en fait ce que ça leur fait aux Gilets jaunes. Ils se mettent à danser, ils se mettent à déconnecter en fait un petit peu, à penser à autre chose. Presque, on en oublierait presque qu'on est dans une manifestation de contestation assez virulente, presque insurrectionnelle. Tu peux nous parler de ça? Et quand je me mets à jouer, ça amène un esprit de fête, ça amène un petit peu un esprit, ça fait un petit peu comme une atmosphère de Burning Man. Il y a les lacrymos qui sont pas loin, et ma musique emmène de la légèreté dans toute cette lourdeur, dans toute cette ambiance glauque. Et ça fait comme un rayon de lumière, les gens qui se changent les idées. D'autres aussi qui interviennent. Il y a Madame Bulle qui est là, il y a Mamie Danseuse, il y a le Coluche, des fois je croise une mouche avec des grosses lunettes, et ça met un esprit carnaval qui montre vraiment que en fait la plupart des gens on vient là dans un esprit bon enfant, et c'est très important, c'est très important que ça soit perçu comme ça aussi. Ça, effectivement, il y a un certain nombre de personnages, on va dire, de personnages à Bordeaux. Je trouve ça particulier d'ailleurs à Bordeaux. On a un petit peu ça ailleurs, mais c'est moins marqué, je trouve. Hein, j'ai été sur Toulouse et sur Paris, et je trouve que c'est moins marqué. À Bordeaux, on a vraiment nos petits personnages. Et quand ils sont pas là, ils manquent au tableau, vraiment. Et tu les as très bien décrits. Et évidemment, tu en fais partie. C'est pour ça que je voulais te rencontrer aujourd'hui. Juste des roses en Picardie et du pain blanc dans leur assiette. Des enfants joyeux le lundi, aux oreilles des cris de mouettes. Ils voulaient juste vivre un peu et pas seulement exister. Ils ne voulaient rien de pompeux, pouvoir aimer. Mais ils les ont traités de rien et menacés de poursuites. Ils leur ont arraché des mains et des yeux sortis de l'orbite. C'était une exaspération. C'est devenu une colère qui tourne vers l'insurrection. S'il faut parler vocabulaire, sire, est-ce une révolution? On a un peu évoqué notre rencontre, comment elle s'est passée. Est-ce que tu peux nous parler de ton évolution justement par rapport à ça? Eh bien à ce moment-là, en fait, j'étais en train de jouer du ACDC, Highway to Hell,
quand tout à coup on a reçu des lacrymos et des détonations. Il me semble que ça devait être des Glief 4, hein. Et donc tout à coup l'atmosphère est devenue irrespirable, donc j'avais un masque, à cette époque là j'avais un masque, j'ai mis mon masque, j'ai continué à jouer, puis je me suis mis à jouer du Hendrix, tranquille, au milieu des lacrymos, il y avait l'hélicoptère au-dessus, les lacrymos, les Glief 4, charge de CRS, tout le monde a avancé, les CRS ont avancé en faisant taper leur matraque sur les boucliers, gla, gla, gla. Donc j'ai avancé, quand j'ai une guitare entre les mains, en général, je joue tout le temps. Je peux faire deux choses à la fois, je peux discuter et jouer en même temps. Donc j'ai continué à jouer et tout à coup je me suis retrouvé sur le cours Pasteur et il y a les casseurs qui étaient en train de pousser un container et au milieu ça commençait vraiment à être très chaud. Et ils allaient bloquer une voiture, donc c'était la voiture d'un copain, donc avant qu'il y ait du feu partout, j'ai dit tiens, vite, sors vite ta voiture, les casseurs, ils étaient en train de pousser le conteneur, j'ai stoppé les casseurs d'une main, j'ai tiré mon masque, les gars, arrêtez, le gars il veut sortir sa voiture, allez, bah, il est sorti sa voiture, j'ai remis le masque et j'ai continué à jouer du Hendrix, les CRS sont chargés, des lacrymos, l'hélicoptère, et j'étais bien, tranquille. On pouvait pas sortir de Bordeaux, tout était en feu, hein, enfin au milieu de la rue, les barricades étaient en feu, tout était bloqué, donc il y avait tous les street medics qui étaient là et qui attendaient. Donc j'avais toujours ma guitare, je commence à préparer la musique d'accompagnement de One Love et tout à coup, du coup Alsace-Lorraine, pendant ce temps que le canon à eau était en train de pousser ou d'éteindre la barricade, il y a une colonne, ils étaient habillés comme des baqueux, mais ils étaient beaucoup plus, on nous aurait dit que les mecs ils étaient surentraînés, ils sont arrivés avec le LBD au point. On nous aurait dit des commandos, et ils nous ont dit à terre, en gueulant comme ça, donc on s'est tous mis à terre. Heureusement que j'avais des genouillères, je sais pas pourquoi, mais ce soir-là j'avais l'impression que j'allais finir à genoux, c'est ce qui s'est passé. Donc au moment où je me mets à terre, j'envoie en même temps la musique d'accompagnement de One Love, et puis en pleine charge des commandos, là, on entend tic, 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 et j'envoie One Love, one heart. Let's get together and gonna feel alright. C'était quoi ce tic-tic? Le décompte 1, 2, 3, 4. Tic, 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 tic. Et du coup, les gars complètement décontenancés, ils ont stoppé leur charge. Et les street medics pris entre la peur et le fou rire. Scène surréaliste. Ça a rameuté plein de monde. Parce qu'il y avait des gens qui buvaient de la bière à côté et au bar, donc ça rameutait plein de monde. J'ai joué One Love jusqu'au bout avec 2-3 LBD pointés sur ma tête, avec la torche de couleur, avec la lumière dans la figure. Une drôle de sensation. Ils ont continué à pointer avec leur LBD, on aurait vraiment cru qu'ils allaient quand même tirer. D'ailleurs, il y a un street medic qui a fait la remarque. Ils le veulent leur tir de flashball. Hein. Je suis allé jusqu'au bout de mon morceau, j'ai envoyé le solo et tout, et puis ils ont fini par partir. Et les street medics sont partis aussi. Et donc j'ai changé de morceau, et puis il y avait des charges de CRS partout, avec des gilets jaunes qui couraient, les CRS derrière avec les matraques, les blindés dans le cours Alsace-Lorraine, des bim, bam, boum partout, de la fumée. Moi j'ai continué à jouer, je me suis assis sur un plot et j'ai continué à jouer. Donc j'ai changé de son, je jouais un petit peu de jazzy et j'étais tranquille là, j'ai dit je vais rester là, ça sert à rien que j'aille courir avec ma guitare, là on est bien. Dans un état second, on va dire. C'est-à-dire que j'étais assis sur mon plot et il y a un gars, une force de l'ordre, un gars des forces de l'ordre, habillé comme la BAC. Il est arrivé avec son LBD, il a pris appui contre le mur, bien, et il m'a mis en joue. Et j'étais en train de jouer, j'étais peut-être à 20 mètres, 30 mètres,
en joue, je voyais la balle de son LBD dans son canon, et moi dans un état second, je continue à jouer, je passais des plans, en plus je passais vraiment de bons plans, je m'éclatais vraiment à la guitare. À un moment donné, je passe un plan comme ça, et le gars qui devait être depuis une minute ou deux en train de me pointer, je le regarde et je lui fais un grand sourire, tout naïf, sans calculer quoi que ce soit. Et le gars, tout doucement, je voyais pas ses yeux, hein, il avait sa visière derrière, doucement, il a baissé son LBD. Comme ça, tout doucement. Jusqu'au moment arrivé, les bras le long du corps, et ses bras ils sont tombés comme ça, j'ai dit, tiens, il se dit qu'il peut pas tirer, quoi. Donc j'ai dit tant mieux. Et il a fait demi-tour, et puis là je lui ai fait comme ça, d'un air de dire merci, hein, et il s'est retourné comme ça, la tête un peu sec. J'ai compris que cette fois ça allait, mais que la prochaine fois j'avais pas intérêt à me trouver là, quoi. Donc c'était des moments assez forts, c'était très fort. Ça, c'est un petit peu une petite victoire pour toi, quelque part, dans ce que tu décris. On dirait que tu as réussi à toucher à l'être humain qui est derrière le casque et l'uniforme. Et c'est un petit peu ça ton combat aussi, peut-être? J'ai l'impression que je l'ai touché. Voilà, j'ai l'impression que j'ai touché. J'ai l'impression qu'il était vraiment venu pour tirer. De toute façon, il était vraiment venu pour tirer, quoi. S'il n'est pas venu pour tirer, je me demande pourquoi. Il avait son doigt sur la gâchette et bien stabilisé. Donc, je pense qu'il n'a pas pu tirer. Effectivement. Donc derrière ces armures, ces uniformes et ces directives, je pense, il y a des êtres humains. Et ces êtres humains, on peut les toucher aussi. Voilà. Donc en fait, je continue à venir, et je vais aussi, dès que je peux, aller vers les forces de l'ordre et leur donner du bon son, et leur montrer aussi que j'ai de l'estime pour eux. Parce que la plupart, ils le méritent aussi, ils sont pris en otage un peu dans l'histoire. Et puis ceux qui ont un peu un grain de folie, ça leur fait aussi du bien, quoi, ça les calme. Donc c'est... C'est ça, toi, en plus tu disais tout à l'heure que tu as été militaire aussi, donc j'imagine que tu as un positionnement où tu peux comprendre aussi leur réalité à eux. Du coup, ça m'amène à comment tu penses que tes messages sont perçus par la police quand tu t'adresses à eux directement. Certains sont très contents. Certains, ça leur fait vraiment du bien. Voilà, certains, ça leur fait vraiment du bien, et ils le disent ouvertement, sans être gênés, sans être embêtés, sans aucune pudeur. Ils me le font comprendre. Et on est beaucoup à vous aimer, les gars, soyez-en sûrs. On est beaucoup à vous aimer. On comprend vos problèmes aussi. On fait partie du peuple. D'ailleurs, il m'est arrivé plusieurs fois de checker ou de serrer des mains, et ils l'ont fait vraiment de bon cœur. Voilà. Après, quand c'est des jeunes, je sens qu'il y a des jeunes qui sont là, ils sont un peu à l'épreuve. Donc ils ont des regards très très droits. Il y a le juteux derrière, c'est l'adjudant. Il y a le juteux derrière qui les regarde, peut-être pour leur mettre des notes. Donc eux ils checkent pas, et ils essaient de pas regarder, ils essaient de rester concentrés. Des femmes aussi qui sont très concentrées. Alors là, je peux rien faire.
comme ça, ils étaient tous comme ça, je les regarde un par un, et je leur fais du rock, ils entendent même pas, et je regarde le juteux derrière, et il me regardait avec un sourire comme ça, il me dit, mais oui, je les regardais, et on a eu une complicité tous les deux, et j'ai trouvé ça tellement humain, et je l'ai senti aussi proche de moi, quoi, et c'est des moments que j'apprécie énormément, et je suis sûr que c'est un moment aussi où qu'il a bien apprécié. Ta façon de, comment dire, d'intervenir sur les théâtres d'opération comme ça, elle a évolué depuis ce que tu as décrit avec quand tu t'es fait viser au LBD, tout ça, tu as un peu évolué dans ton approche, j'ai l'impression. Mais j'ai vécu des moments de guérilla urbaine à ce moment-là, et une bonne dose d'adrénaline, et j'ai compris que de toute façon j'ai eu un avertissement, hein. Ce gars qui est venu, il n'est pas venu pour planter des pâquerettes, hein. Il était venu pour une action, et j'ai compris que mon travail, il était d'amener de la paix, et justement d'être présent dans des périodes de calme, des périodes de paix, pour que tout le monde soit à l'aise, et que les gens se disent que quand je suis là, tout va bien, autant pour les uns que pour les autres. Et ça, je pense que ça a été perçu du côté des forces de l'ordre. Et peut-être que du coup, effectivement, c'était pas un contexte très propice à divulguer ce message. Il y a des contextes plus favorables, tu penses, pour divulguer ce message, en fait, quelque part, finalement. Est-ce que tu as l'impression que le message que tu veux faire passer de paix est plus clair dans un contexte plutôt qu'un autre? Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand moi j'interviens quand c'est bon enfant. Voilà, quand c'est bon enfant, c'est là où j'arrive. J'essaie de me cantonner à ça. C'est mon travail. Je suis là pour ça. Je suis là pour amener de la paix. Je suis là pour amener de la paix des deux côtés, et je pense que c'est bien perçu. Bien se passer pour tout le monde, que ça va être calme. On va bientôt finir toutes ces histoires là pour tout le monde. Salut les gars. D'ailleurs, sur le dernier acte, là, c'était samedi dernier, à un moment donné, je me suis remis à chanter One Love, et les forces de l'ordre, à ce moment-là, ils ont levé leur casque, ils ont passé les boucliers derrière, et c'était très calme, c'est devenu très calme, très posé, et voilà, c'est ce que j'aime, j'aime quand ça se passe comme ça. En fait, on en revient à
au sujet de départ, en fait, quelque part, ces situations très sensibles dans la période actuelle de mouvement des Gilets jaunes et cette confrontation incroyable à laquelle on assiste tous les samedis, finalement, elle est très forte en sensation, en termes d'interaction avec l'autre. Et on en revient quelque part au sujet initial de ce que tu as vécu enfant, de ce que la musique te permet d'exprimer plus facilement que en parlant. Et là justement, les samedis, tu te plonges dans un contexte très fort émotionnellement, qui te permet d'avoir une interaction avec tout le monde, que ce soit la police, les manifestants, qui est une interaction forte et où tu te donnes comme rôle en fait d'aller toucher l'humain en fait. Toi, ton LBD à toi, c'est aller choper l'homme, aller choper la femme. Ce qui t'intéresse, c'est l'humain qui est derrière l'habit, quoi. Là, je pourrais répondre que oui. C'est comme Johnny Hallyday dit, ma guitare est un fusil. Mon arme à moi, c'est ma guitare. C'est une arme de paix. C'est une arme qui harmonise. C'est un outil qui permet de se relier les uns avec les autres parce qu'on a tous les mêmes sensibilités. Quand je fais un son, ce son il va toucher autant les forces de l'ordre et autant les gilets jaunes. Et c'est un fil conducteur pour se rapprocher les uns les autres. Et c'est comme ça que j'utilise mon instrument. C'est ça, en fait, derrière un gilet jaune, derrière un uniforme, il y a un homme, il y a une femme, il y a un être humain, et peu importe l'habit. C'est ça que tu es en train de nous dire ? Mais tout à fait, tout à fait. On a tous plus ou moins la même sensibilité. Après, on a des niveaux de sensitivité qui sont différents. Mais la musique, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et c'est un bon moyen d'harmoniser tout cet ensemble. Parce qu'on fait tous partie de la même chose. Et j'essaie d'aider à ce que les choses s'arrangent. Et surtout qu'on évite de tomber dans cette violence. Bon, j'essaie à mon niveau. J'essaie à mon niveau. Je fais ce que je peux à mon niveau. Mais ça suffira peut-être pas. Mais voilà, moi je fais ce que je peux pour que ça aille bien. Comme disait Pierre Rabhi, tu as mis ta goutte à toi. Je ne suis qu'une goutte de sable dans un océan de grains. Waouh. Et poète en plus. Comment tu vois l'avenir du pays, Sangwe ? Ça dépend. Si on réussit ce pourquoi on est là, les Gilets jaunes, le pays peut redevenir un pays magnifique. Si on échoue, ça va devenir l'enfer. C'est-à-dire, est-ce que tu peux détailler de ce que tu imagines, toi ? Eh bien, avec toutes les réformes qui sont prises là, aujourd'hui, pour les gens qui sont riches, tous ces gens qui commencent à avoir faim, toutes ces lois, tous ces bâtons dans les roues qu'on nous met, toutes ces absurdités, toute cette ambiance où dans les sociétés on monte les gens les uns contre les autres. On tape partout où on peut taper.
on met les gens mal avec des radars partout, avec du flicage partout, avec des amendes partout, des contrôles URSSAF pour des toutes petites associations, alors que les gros, eux, ils n'ont aucun contrôle et ils paient même pas d'impôts pour la plupart. Ils sont en train de nous essorer petit à petit. Donc s'il ne se passe rien, on va être très 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 mal. Voilà. Si on réussit pas, si les gens ne nous suivent pas, si ça bouge pas, c'est tout le monde qui va être très mal. Et de ton point de vue, réussir, si le mouvement des Gilets jaunes réussit, selon tes termes, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et réussir, ça veut dire que le peuple puisse reprendre son destin en main, et qu'on ait des représentants qui soient de vrais représentants, qu'on puisse avoir le RIC, et qu'on ait une justice à une seule vitesse maintenant. Ça me dérange pas que les riches soient riches, mais que ce soit décent. Et que tout le monde puisse avoir une chance d'avoir un avenir. Tout le monde. Tout le monde. Ok. Et comment tu vois l'avenir du mouvement des Gilets jaunes? Et puis je pense qu'on est quand même sur une bonne voie. Il y a des choses qui sont en train de se passer. 1400 artistes ont commencé à lever la voix. Il y a des erreurs aussi de la part du gouvernement qui commencent à être plus que visibles. J'ai l'impression que le vent est en train de tourner et que l'opinion publique va petit à petit dans le bon sens. Et peut-être mieux comprendre ce mouvement, tu penses que l'opinion publique est capable de se débarrasser du prisme médiatique qui leur est servi sur un plateau d'argent pour faire un petit peu l'effort de creuser un petit peu plus suite à cette désinformation qu'on a eue là récemment avec l'hôpital Salpêtrière? Ah ben là oui, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, hein. Avec cette dernière bourde, là, il y a une prise de conscience, hein. Je pense que pour une partie, ils vont commencer un petit peu à tirer le fil. Et quand ils vont tirer le fil, petit à petit, il y a tout qui va venir. Oui, je pense que c'est dans de bonnes voies. Oui, je pense que là, c'est en train de changer. Voilà, ils vont commencer à nous voir sous notre... ils vont commencer à nous voir réellement, parce que jusque-là, ils nous voyaient qu'à travers les merdias qui racontaient n'importe quoi. Pas vraiment n'importe quoi, qui racontaient ce qu'ils devaient raconter pour qu'on ait une mauvaise presse. Ouais. D'accord. Eh bien, espérons que ton pressentiment se confirme. Et comment tu vois l'avenir dans le monde? Alors là, c'est une question... Mais comment tu vois l'avenir dans le monde? Parce qu'il y a les Gilets jaunes dans la France et puis il y a la France dans le monde. Mais je pense que tout est lié. Je pense que les Gilets jaunes, c'est le début de quelque chose. De toute façon, on l'a bien vu dans l'histoire. À chaque fois que ça bouge en France, après, c'est dans le reste du monde que ça bouge. Là, aujourd'hui, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Et... on est en train de reprendre notre aura d'exemple qu'on a par rapport au monde, grâce à ce mouvement révolutionnaire positif. On est en train de reprendre notre place et moi jusque-là, je commençais vraiment à avoir un peu honte d'être français, tellement est-ce qu'on baissait la tête et comment on était asservi à côté de la plaque. Et là, ce mouvement-là, il donne une fraîcheur, une dynamique, et le monde entier se trompe pas, hein, il regarde bien ce qui se passe ici. Et je pense que si on réussit, nous, ici en France, c'est dans le monde que ça va réussir. On demande moins de taxes. Ou alors moi je veux bien payer des taxes, mais il faut qu'elles nous reviennent.
Camarades, trop c'est trop. Nous disons non à cette augmentation des prix des hydrocarbures. Nous attendons du gouvernement un effort de guerre, notamment par la réduction des salaires des ministres, payés à coups de millions. La France, pays des droits de l'homme, sur le papier en tout cas. Est-ce que selon toi, il existe une dichotomie entre la remise en question de ce principe-là, que la France est le pays des droits de l'homme, remise en question par l'exercice du pouvoir de nos politiques actuelles, et dichotomie par rapport à ce que justement défendent les Gilets jaunes sur le terrain? Mais justement, les Gilets jaunes essaient de remettre les pendules à l'heure. Il faut qu'on redevienne les pays des droits de l'homme. Et jusque-là, tout ce qui nous est montré va dans le sens contraire. Et ça commence à être de plus en plus clair, ça commence à être de plus en plus visible. Et le mouvement des Gilets jaunes arrive à point nommé, parce que ça commence vraiment à être dramatique ce qui se passe ici. Donc on remet les choses en place et c'est vraiment une très bonne chose. Hein. Cet esprit révolutionnaire est en train de revivre, les gens sont en train de se souder les uns les autres, on vit des choses formidables dans les manifs, on rencontre des gens formidables. Les gens qui se sont levés, qui sont là, sont des gens qui ont compris, sont des gens qui ont une conscience qui est plus importante que la moyenne, on va dire, puisqu'ils sont là, qui se donnent la peine de venir. Et ça crée une dynamique et ça crée des liens qui sont forts entre nous. Et je pense que quand on aura réussi à changer les choses, la France va redevenir un pays de lumière. C'est ça, en fait, finalement, le flambeau abandonné par le pouvoir est repris par les citoyens sur le terrain, finalement. C'est marrant parce qu'on a eu tout un tas de débats sous Sarkozy inutiles et ridicules sur qu'est-ce que l'identité française. Aujourd'hui, on voit bien ce que défendent les Gilets jaunes, et c'est ça l'identité française. C'est d'abord le pays des droits de l'homme, au final. Et ce que tu nous décris, et c'est ce que je constate effectivement, c'est qu'en fait, il y a une utilisation du pouvoir actuel, une utilisation qui est faite du pouvoir actuel, qui, selon beaucoup d'observateurs, va à l'encontre du principe de ce pays des droits de l'homme. Donc, comme si ce principe-là était quelque part abandonné, ou en tout cas mis à mal, pointé du doigt par la Cour européenne des droits de l'homme, pointé du doigt par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc une image écornée de la France dans le monde au niveau des droits de l'homme. Alors que sur le terrain, les citoyens, eux, justement, se battent pour la préservation de ces droits-là, comme s'ils reprenaient ce flambeau abandonné par le pouvoir. Voilà, je me permets de faire part de mon avis. Voilà, donc je sors un peu de mon rôle en donnant aussi mon regard à la fois journalistique et tout simplement citoyen. Pour conclure, quel message tu voudrais transmettre? Eh bien, aidez-vous les uns les autres. Essayez de vous faire grandir les uns les autres. Ne soyez pas dans la compétition. Ce qui est important, c'est qu'on puisse vivre ensemble d'une façon harmonieuse, qu'on puisse recréer une dynamique constructive qui permet à chacun de développer son potentiel et de remettre ce pays en état. Je te remercie pour
pour m'avoir accordé de ton temps pour cette interview, ce qui était vraiment intéressant, qui me permet d'apprendre à mieux te connaître, qui nous permet à tous d'apprendre à mieux te connaître, à mieux connaître ton parcours, ta démarche artistique et le rôle que tu as souhaité jouer dans ce mouvement. Et je te remercie pour ce témoignage sincère, vibrant, et puis si tu veux peut-être conclure avec le dernier instrument qu'on n'a pas entendu encore pour l'instant, et si tu peux nous en parler de cet instrument. C'est une kalimba. En fait, c'est deux kalimbas que j'ai collés l'une sur l'autre. C'est un instrument africain, c'est ce qu'on appelle le piano africain. D'un côté et de l'autre. Voilà. Et c'est un instrument que j'aime beaucoup, qui relaxe beaucoup. Donc je vais finir avec ça. Some days so long, staying down alone. Some days so long.